Passion MLB, le podcast, épisode numéro 87. Bonjour à tout le monde qui est à l'écoute en ce jeudi soir 20h. Dernière journée d'ailleurs où le podcast sera une journée différente. Évidemment, là, on trouvait ça un peu improductif de mettre ça le mercredi, jour du match numéro 5. S'il y avait eu balayage, on aurait gardé le podcast à la même date, mais on ne s'enligne pas du tout vers ce genre de série mondiale-là. Donc, on se retrouve jeudi 20h sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube de Passion MLB pour ceux qui nous écoutent en live et qui veulent venir nous poser vos questions. Charles-Alexis Brisebois à l'animation et à mes côtés cette semaine, le valeureux collègue Sébastien Berroir. Comment ça va, Sébastien? Ça va bien, ça va bien. Malheureusement, la saison tire à sa fin, mais l'envers de la médaille, c'est qu'on a du gros baseball. C'est comme le prix à payer pour avoir ce gros baseball-là d'octobre, mais il nous reste au gros maximum 2 matchs. Fait que c'est un peu triste parce qu'après ça, ça va être une longue période sans balle. Il va se passer des choses quand même, on n'aura pas de match, mais sinon, pour le moment, on est gâtés. J'ai un petit sujet pour relier à la Série mondiale avant de commencer, puis je vais le faire là. Puis dans le fond, c'est pas que je veux vraiment en parler, c'est que je veux te faire une petite pique. Ça fait quoi de voir que Blake Butera, qui a 33 ans, est nommé gérant dans le baseball majeur? Ça te vieillit-tu? Ça me vieillit certain. Hey, j'en ai 38, là. C'est comme un petit coup, là, aujourd'hui. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Ça remet en doute. Tu sais, je faisais quoi à 33 ans? J'étais certainement pas gérant dans le baseball. Non, moi non plus. Non, moi, je peux dire, c'est ça. Je suis pas rendu à 33, mais je t'annonce que je pense pas être gérant des Nationals de Washington dans une couple d'années. Mais il te reste encore, tu sais, tu peux vivre d'espoir encore. Là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais écoute, mettons là, que tu avais un vieux 2 à mettre, là, garde-le. mais là, la question, c'est si, mettons, tu deviens gérant des Nationals, tu m'amènes-tu avec toi ou tu me laisses derrière? Je te nomme en charge du département des petits génies, c'est ça, hein? Et que je t'ai tellement vu venir, là. Hey, si j'avais été capable de compléter ma phrase, ça aurait été un bon punch, là. Oui. Ouais, ben écoute, ouais, je peux t'amener. Non, je te mettrai pas avec les petits génies, là, parce que j'aimerais ça que ça fonctionne. Mais quel rôle tu veux? Je vais fermer le département, c'est sûr. Ouais, ça. Quel rôle tu veux? Ben, si t'es gérant, ben non, je peux pas Ouais, hein, c'est ça. Je peux pas être DG non plus. Là, tu peux pas me nommer DG, parce que ça marcherait pas. Là. Non, Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'équation. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Non, je vais être entraîneur au 3e coussin. OK, c'est bon. Ouais. Tu vas-tu faire mieux que certains jours l'entraîneur des Blue Jays? J'espère. L'entraîneur des Dodgers aussi, ça n'a pas toujours été facile. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute, Ouais. bon choix. Je pense qu'il y a un futur là-dedans. Oui, c'est ça. Il y a peut-être des postes qui vont se libérer. Oui, c'est ça. Écoute, Sébastien, maintenant que la superbe introduction a été faite, on va y aller avec le bloc des Blue Jays parce que c'est pour ça qu'on est là. OK, Blue Jays, let's play baseball. Les Blue Jays de Toronto qui mènent 3-2 la série mondiale présentement contre les Dodgers. Au moment où on se parle, on est jeudi soir, donc demain, ce sera match numéro 6. On s'attend évidemment à ce que Kevin Gausman et Yoshinobu Yamamoto se présentent sur le monticule. Et si match numéro 7 il y a, ça devrait impliquer Max Scherzer et Tyler Glasnow. Je veux qu'on revienne un petit peu sur le début de cette série mondiale-là. Évidemment, le match peut-être le plus marquant et qui va peut-être le plus traverser l'histoire, c'est le match numéro 3. Premier match à Los Angeles. Puis quand je dis le match numéro 3, je veux dire les matchs numéro 3. Parce qu'il y a eu 8 manches, il y a eu 2 matchs de baseball, il y a eu 2 take me out to the ball game. Écoute, ça a été quelque chose. Les Dodgers avaient déjà participé à un match de 18 manches. Mookie Betts avait déjà participé à un match de 18 manches, mais de l'autre côté, il jouait pour les Red Sox. Et là, ça a impliqué les Blue Jays et ça a impliqué Freddie Freeman qui nous a tous sortis de notre calvaire en frappant un circuit. Merci, Freddie. Qui d'autre? Hein? S'il fallait que ce soit Freddie qui clôt le débat. Mais quel match de baseball. Puis le débat aurait pu être clos bien avant. Là. Il y a eu plusieurs chances des deux côtés. Il y a eu des décisions des entraîneurs, des gérants qui ont
retiré des joueurs assez tôt dans cette rencontre-là qui a fait qu'on est arrivé à court assez rapidement dans le match. Donc, puis là, il y a des lanceurs qui sont sortis un petit peu de nulle part, qui ont fait le travail pendant 4 manches. C'était vraiment incroyable de voir ça. Au final, c'est les Dodgers qui en sont sortis gagnants, mais ça aurait pu autant être les Jays. On a mis des coureurs sur les sentiers, mais on n'a pas été capable de terminer le travail. Et finalement, grâce à une longue balle de Freddie Freeman, ça a terminé cette longue rencontre-là, qui a quand même laissé des traces par la suite, il faut le dire. On parle des substitutions, puis je trouve que c'est important d'en parler parce que ça a un peu défini le match aussi. D'enlever Bo Bichette, écoute, c'était correct. Là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On s'entend, il ne pouvait pas jouer plus que 6-7 manches. George Springer s'est blessé. Alejandro Kirk, tu avais un gars qui était en position de marquer comme ça, ou du moins qui était au premier coussin dans une position où il allait pu faire gagner son club. Tu le remplaces par Tyler Heinemann et que le receveur ne joue pas 18 manches, j'ai pas de trouble. Là. J'ai trouvé ça trop, mettons, de l'autre côté pour Will Smith. L'autre, c'est Addison Barger. Je sais qu'en fin de match, tu remplaces Barger par Miles Straw par mesure défensive. Premièrement, il nous a démontré cette année qu'il tient son bout défensivement. Hier, son catch, est-ce que c'était contre Shohei Ohtani, si je ne me trompe pas? Ça s'est quand même assez bien passé. Il a un beau bras. Tu sais, c'est pas Anthony Santander dans le champ extérieur. Est-ce que tu es mieux avec Miles Straw? Oui. Mais est-ce que tu es dans le trouble avec Addison Barger? Pas du tout. Et là, tu le remplaces à un moment, Sébastien. C'est pas que tu mènes 3-1 et tu amènes ta formation victoire parce que tu veux te stabiliser ta défensive. C'était encore égal. Oui, exactement. C'est le genre de décision que tu prends quand tu as l'avance, justement. Que là, tu veux fermer les livres, que tu sais que ça va être ton closer qui va s'amener, que tous les éléments sont en place pour que tu gagnes. Là, ce n'était pas le cas. Ça a été très prématuré, puis peut-être que ça l'a fait mal aux Jays, on ne le saura jamais. Est-ce que Addison Barger a pu faire la différence? Peut-être. Il est capable de le faire autant défensivement qu'offensivement. Mais là, ça l'a raccourci le banc assez rapidement dans le match. Puis tu te retrouves à court d'options, tu dois utiliser des gars pendant de longues manches qui ne sont pas capables de produire offensivement. On salue IKF au passage. C'est difficile, là. C'est difficile. Puis on le voyait arriver à toutes les 2 manches ou presque au bâton. C'était un retrait automatique. Quand tu gardes un bâton comme Barger dans un match qui est égal, tu donnes plus de chances de gagner. Je comprends l'aspect défensif de la chose, mais comme tu l'as si bien mentionné, il n'y a pas un gros écart. Ce n'est pas Teoscar Hernandez qui est dans la droite. C'est Addison Barger. Là. Il est amplement capable de faire le travail du côté défensif là-bas. Puis c'est ça, bon, tu te retrouves avec Addison Barger qui, comme tu le dis, qui est capable de faire la job. Et là, 2 jours plus tard, il est même dans l'alignement partant contre un gaucher. Donc, ça a été un 180 total. Addison Barger, tu sais, qui avait moins bien fini la saison, puis je pense qu'il a appris c'est quoi les rigueurs d'un calendrier du baseball majeur, c'est correct. Et là, il se retrouve dans cette position-là où il redevient le frappeur qui était en mai ou en juin quand ça allait vraiment, vraiment bien pour lui. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Blue Jays. D'ailleurs, Louis qui dit qu'Addison Barger lui fait penser à Larry Walker. Es-tu d'accord avec ça? Ben, on ne jouera pas au jeu des comparaisons trop tôt non plus dans la carrière de Barger, mais le potentiel est là. Quel élan violent. Tu sais qu'il y a quelque chose à faire avec Addison Barger, puis tu sais que le gars est capable de s'ajuster. Il l'a fait durant la saison. C'est redevenu le frappeur qui était qui a fait son arrivée. Des gars qui sont capables de s'ajuster au niveau des majeurs, ça ne court pas les rues. On a quand même un excellent joueur entre les mains. Il reste encore quelques petits ajustements à faire. C'est tout à fait normal avec un jeune joueur. Mais Addison Barger a tout un potentiel. Puis c'est un joueur qu'on peut placer défensivement, surtout dans la droite et au 3e coussin. Dans la gauche, c'est un peu plus compliqué, mais on n'en a pas besoin dans la gauche, contrairement à quand il a fait ses débuts dans le baseball majeur. Là, on peut l'utiliser à ses positions qui sont plus naturelles, puis il fait le travail. Oui, puis les Jays, de toute façon, dans la gauche, ont des options. Ben, quand c'est Schneider qui est là, il joue dans la gauche. Puis on s'entend, le Nathan Lucas, Miles Straw, là, défensivement, tu peux les mettre au centre, à gauche, à droite, c'est pas important. Ils sont capables de faire le travail. Donc, ils peuvent s'adapter autour de Barger, qui est un petit peu plus sécurisé là, dans le champ droit. Matt nous dit est-ce que c'est moi ou Schneider semble avoir le dessus sur Dave Roberts? Dave Roberts semble lent sur les changements de lanceurs. Il y a des changements de lanceurs qui ont été spéciaux peut-être à certains niveaux. Moi, une décision qui me vient en tête aussi, c'est un peu l'inverse de ce que Matt dit, mais je trouve qu'il a été vite sa gâchette avec Clayton Kershaw. Tu sais, si tu es en 8e manche, tu dis, écoute, mettons, tu gères 27 retraits, c'est correct. Là, tu étais rendu, c'est quoi, c'est en 12e manche qu'il a lancé? Tu le sais que tu gères plus 27 retraits. Tu le sais que tu gères. Écoute, comme à la retraite, tu appelles de l'argent, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Il faut que tu gères pour le futur, puis il faut que tu gères vraiment à long terme. Pourquoi tu enlèves Clayton Kershaw après un seul frappeur? Et si tu ne lui fais pas confiance,
pourquoi tu n'as pas amené Will Vest avant et que tu ne l'as pas gardé à la toute fin? Donc, tu sais, Clayton Kershaw, je ne te dis pas qu'il aurait été capable de lancer 6 manches, là, mais il était capable de faire une autre manche. Certainement. Tu vas être déçu. J'ai pas d'explication à ta question. J'ai pas de réponse. Je comprends pas. Il arrive dans une situation critique avec les buts remplis, il n'y a aucune marge de manœuvre, il fait le travail. Pourquoi il n'aurait pas pu le faire, continuer à faire le travail dans la manche suivante? C'est un lanceur partant. Là. Je comprends que, comme tu dis, il n'aurait pas lancé les 6 prochaines manches. Puis je comprends que ses performances dans séries éliminatoires ne sont pas tout le temps éclatantes, mais il venait de faire le travail. Il était encore, il était réchauffé, il était prêt, il était dans le match. Un frappeur. Il a affronté un frappeur. Ça aurait pu coûter cher, ça aussi, parce que là, on a amené des releveurs qui n'étaient pas habitués de lancer plusieurs manches. Ça nous a souri du côté des Dodgers, mais ça aurait pu être l'inverse. Absolument, absolument. Puis tu sais, je sais que Matt nous dit ici, il ne lance pas bien en série, c'est la réalité. Je suis d'accord qu'il n'y a pas des bonnes séries, puis il n'y a jamais eu des bonnes séries que les Kershaw dans les Sauf faits. une fois. Sauf une fois. Ceci étant dit, tu as pris la décision de l'amener. Tu sais, je veux dire, tu brûles cette cartouche-là. Fait que moi, c'est là le problème que j'ai avec cette décision-là du côté de Dave Roberts. Mais écoute, règle générale, je pense pas que les deux gérants ont des vilaines séries mondiales. Tu sais, je pense qu'il y a des décisions questionnables. Tu sais, on peut parler de Clayton Kershaw là. On a parlé de Barger un petit peu plus tôt dans le match numéro 3. Mais règle générale, il n'y a pas une décision que tu te dis « Ah mon Dieu, ça a coûté cher, puis ça va peut-être coûter la série mondiale. » Il n'y a pas de grands écarts irrévérents. Peu importe. C'est ce mot-là. Là. Irréversible, merci. Mais ça ne s'est pas joué là du tout jusqu'à maintenant, la série mondiale. Non. Est-ce que là, il y a une décision dans un des 2 prochains matchs qui va faire la différence? On ne le sait pas. Mais ça s'est nullement joué au niveau des gérants. Dans l'ensemble, on a fait du bon travail des 2 côtés. Puis on a fait avec ce qu'on a sous la main. Là. C'est 2 gérants qui ont des enclos de relève avec peu de profondeur. On est capable de gérer en amenant des partants par-ci, par-là. On l'a fait. C'est pas si évident que ça de naviguer à travers ces enclos de relève-là. Puis moi, je trouve que jusqu'à maintenant, dans l'ensemble, le travail a été fait. Si on reste dans ces matchs-là, il y a une décision que... Puis évidemment, là, c'est pas les gérants, c'est pas les équipes. Là, c'est l'arbitre. Écoute, je veux pas qu'on inflige là, des revers à l'arbitre ou quoi que ce soit, mais on s'entend-tu que tu décides d'appeler une prise ou une balle, tu as le droit de le faire, tu as le droit de te tromper, mais tu n'as pas le droit de prendre 3 secondes avant de décider de ton appel. Que Beau Bichette, qui n'a pas de genoux, là, je le rappelle, commence à avancer tranquillement. Puis là, il fait « Ah non, je me suis trompé, c'est comme une deuxième prise. » Fait que là, le jeu est encore bon. Et là, Tyler Glasnow se retrouve avec la balle. Il fait « Ben, je vais lancer à Freddie Freeman. » Puis là, ben, t'as Beau Bichette qui s'est retrouvé comme Bambi devant des lumières d'autoroute. Il ne savait pas quoi faire. Il a figé. Puis c'était la chose à faire. Là. On s'entend qu'il ne fallait pas qu'il se scrape le genou en essayant d'éviter l'inévitable. C'était sûr qu'il allait se faire retirer, à moins qu'on décide que le jeu était illégal à la base. Mais sinon, c'était clair qu'il allait se faire retirer. Tu coupes un retrait, tu coupes du momentum. Peut-être qu'on n'a pas un match de 18 manches sans ça, parce que peut-être que les Jays ont déjà gagné. Puis en fait, peut-être que les Jays ont déjà gagné la série mondiale là, sans cette décision-là. Oh oui, c'est sûr que ça a changé l'allure du match. C'était encore tôt, fait que, il aurait pu se passer bien des choses à la suite. Parce que Beau Bichette serait venu marquer par la suite dans cette manche-là. Ouais. Mais il y a plusieurs choses dans cette situation-là. Premièrement, c'était une balle, on va se le dire. Là. C'était même pas proche. C'était pas proche. Là. Deuxièmement, l'appel très tardif. Ensuite, ça appartient à l'officiel. Ça, c'est entièrement sur l'officiel. Ensuite, Beau Bichette s'est peut-être déplacé un peu rapidement. Puis, il a été influencé par Dalton Varsho qui s'est dirigé vers le premier, est revenu, s'est redirigé vers le premier. Ça, je n'ai pas trop compris parce que quand on voit la reprise et qu'on entend le son, on entend l'appel de l'arbitre qui est tardif, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Varsho, après l'appel, repart encore une fois. Donc, il a influencé Bichette. Et là, avec le résultat qu'on connaît. Donc, oui, la grande partie de la faute revient à l'officiel. Peut-être que Beau Bichette est allé un petit peu rapidement vers le deuxième but aussi. Un autre aspect qui va avoir marqué cette série mondiale-là des matchs qu'on a vus, écoute, c'est Trey Savage. Il a été... c'est une des belles performances que j'ai vues depuis le début des séries. Tu sais, mon père le mentionne ici, là, c'est un record de 12 retraits au bâton pour une recrue en série mondiale. Aucun but sur balle. Ça, là, d'ailleurs, 12 cas et 0 but sur balle en série mondiale, c'est pas juste un record de recrue, c'était
jamais arrivé. Ouais. C'est ce match-là qui a commencé avec 2 circuits coup sur coup. Ça a été tout un match là, des Blue Jays. Les Blue Jays qui ont dominé 2 matchs. Le match numéro 1, le match numéro 5, ça a été totalement à l'avantage des Blue Jays, ces 2 matchs-là. Oui, exactement. Exactement. Puis ça a été à l'avantage des Blue Jays parce que Trey Savage a donné le ton. Tu sais, quand tu as un lanceur qui est parfaitement en contrôle à un si jeune âge, mais les joueurs derrière lui n'ont pas le choix de suivre, ils n'ont pas le choix de se rallier derrière ce lanceur-là. Puis, tu sais, autant il a été dominant contre les Yankees lors de son premier match en séries éliminatoires. Là, c'était différent, c'était dans d'autres circonstances. C'est lui qui débute la série mondiale dans le premier match, avec la pression qui vient avec ça. C'est lui qui débute le match où c'est rendu une série 2-3, puis que c'est lui qui a le premier match de cette série-là. Donc, c'est vraiment incroyable ce que Trey Savage a fait sur la butte. De l'autre côté du spectre, par contre, ça n'enlève absolument rien à ce que Savage a fait. Mais je ne sais pas si tu penses la même chose, mais il y a un petit quelque chose qui se passe chez les Dodgers. Je n'ai pas vu une bonne présence au bâton de toute la rencontre hier. Oui, Savage est en plein contrôle, mais on lui a donné la chance de continuer sur cette lancée-là. On n'a pas d'énergie au banc. On n'a pas des bonnes présences au bâton. On ne semble pas avoir autant faim qu'on avait faim l'année passée quand on était contre les Yankees. Donc, ça n'enlève absolument rien à Savage. Il a fait le travail, c'est extraordinaire. Mais de l'autre côté, on ne semble pas voir les vrais Dodgers au bâton non plus. Non, on dirait vraiment ainsi va Shohei Ohtani, ainsi vont les bâtons des Dodgers. Mais c'est vraiment pas normal ce qu'on voit présentement. Puis on a quelques questions par rapport à ça, mais je veux juste vider le sujet de Trey Savage avant. Question intéressante de Louis ici qui dit: est-ce que Trey Savage peut gagner le joueur le plus utile de la Série mondiale? Je pense qu'il y a des chances. Je pense que c'est quand même le titre à Vladimir Guerrero Jr. à perdre. Ceci étant dit, je ne crierai pas au loup, je ne crierai pas à l'injustice si jamais Trey Savage gagne ce titre-là. Je pense qu'il va y avoir des votes, il n'y a aucun doute. Tu dis que c'est le titre à perdre. Même si Vladimir était 0-4 lors des 2 prochains matchs, si les Jays remportent la Série mondiale, j'ai quand même l'impression que ça va être lui qui va remporter le titre parce que les séries éliminatoires que ce gars-là a connues, c'est extraordinaire. Puis je comprends que c'est le titre de MVP de la Série mondiale, mais c'est aussi le MVP de la Série mondiale. Sans Vladimir, même si Trey Savage lance ces 2 bijoux-là, je ne pense pas que les Jays remportent la Série mondiale. Donc, ça lui revient de droit. C'est pleinement mérité. Mais c'est aussi pleinement mérité que Trey Savage reçoive des votes de MVP aussi dans cette série-là, avec 2 départs, puis 2 départs dans des moments cruciaux. Savage qui a commencé dans le A à Dunedin, on en a parlé là, maintes et maintes fois. Le Dunedin, Vancouver, Manchester au New Hampshire, Buffalo par la suite. Et là, finalement, se retrouve. C'était son 8e départ dans le baseball majeur. C'était son 5e départ en série. Écoute, je ne sais pas si on a fini de le voir. Il dit qu'il est prêt mentalement pour un match numéro 6. Je pense que s'il a à relancer, ça va être dans un match numéro 7. J'ai beaucoup de difficultés à le voir arriver vendredi. Là. Du moins, ça prendrait un autre scénario catastrophe comme celui du match numéro 3. Mais si jamais on ne le revoit pas, ce sera l'an prochain. Puis ça va éliminer bien des questions parce que sinon, il serait arrivé au camp d'entraînement. On s'est dit: ah, ben écoute, possiblement qu'il y a des chances. Là, ça t'aide à prévoir. Là. Je veux dire, Trey Savage, il a sa place dans la rotation de ce club-là. Il n'y a aucun doute. Là. Il a déjà gagné sa place pour 2026. Il n'y a personne qui peut remettre ça en doute. Puis je l'ai dit, probablement que ça va être plus difficile l'an prochain. Mais ce gars-là a sans aucun doute sa place dans cette rotation-là, puis dans le haut de la rotation. Ce n'est pas un 5e partant, Trey Savage. Là. Peu importe si ça va être peut-être un petit peu plus difficile en début de saison, en 2026, ce gars-là a sa place dans le début de la rotation des Jays. Les autres équipes vont s'habituer à lui et à son angle de tir différent. Ce sera à lui de s'adapter. Et c'est ça la beauté du baseball, parce que c'est vrai pour tous les joueurs. Tu parlais des Dodgers qui n'ont pas de vie. On a plusieurs questions par rapport à ça qui peuvent toutes se regrouper et je ne les vois pas toutes présentement parce que, Sébastien, on a énormément de questions. C'est le fun, là, les gens qui sont très, très, très contents visiblement de venir nous poser des questions. On a une question de Mookie Betts ici. Est-ce que c'est l'année de ralentissement ou juste une mauvaise année? Je vois ici Louis qui nous dit: les Dodgers semblent découragés. Jean-Michel qui nous demande: est-ce qu'il reste de la vie chez les Dodgers? C'est ça en ce moment le storyline du côté de Los Angeles. En 48 heures, ça a passé on a gagné ce marathon-là de match numéro 3 de baseball.
Et finalement, les 2 matchs d'après, on s'est effondré, puis ça n'a pas marché, puis il manquait de jus. D'ailleurs, exactement comme en 2018, là, j'ai fait le parallèle tantôt, mais ils ont gagné le match de 18 manches en 2018. Oui. Et match numéro 4, numéro 5, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Boston qui avait gagné ces 2 matchs-là. Donc, c'est pas parce que tu gagnes ce match-là ou c'est pas parce que tu perds ce match-là que ça définit une série au complet. Là. Surtout contre des Blue Jays, Sébastien, qui sont excessivement bons dans l'art de revenir dans les matchs. On dirait que ça a comme coupé les reins un peu là, des Dodgers. Oui, ils sont extrêmement résilients, les Jays. Puis je ne sais pas si les Dodgers croyaient qu'après avoir gagné ce match-là, puis d'avoir Shohei Ohtani sur la butte lors du match suivant, on était en voiture, ça allait être facile. Je ne sais pas si c'était le genre de thinking qu'on avait du côté de Los Angeles, mais ça n'a pas payé parce que les Jays sont revenus. Puis dans le match numéro 5, Dave Roberts nous dit que les Dodgers vont laisser tout sur le terrain dans ce match-là. D'après moi, le tout est encore dans le vestiaire parce qu'il n'y a rien qui est sorti sur le terrain. Les Dodgers étaient amorphes. Ça a été très, très difficile lors de cette rencontre-là. On n'est pas capable de générer quoi que ce soit offensivement dans les 2 derniers matchs. Puis c'est sûr que le match de 18 manches a laissé des traces. Chez Ohtani, on ne se fera pas de cachette, là, il était fatigué le lendemain. Ouais. Il fallait qu'il lance. Tu lances la première manche, tu cours au banc, tu mets ton gréement, tu t'en vas frapper, tu t'en vas sur les sentiers, tu retournes dans l'abri, tu vas lancer. C'est épuisant, surtout après un match de 18 manches. Donc, ça a laissé des traces de ce côté-là. Mais lors du match numéro 5, tu es supposé remettre les pendules à l'heure, sortir avec le couteau entre les dents. C'est ton dernier match à domicile, puis il y avait 0 vie. 0, là. J'ai rien vu de toute la rencontre chez les Dodgers qui pouvait nous laisser croire qu'elle allait revenir dans ce match-là. Non, c'est ça. C'est le genre de match que tu te dis, ils ne reviendront pas. Oui, c'est ça. C'était comme écrit, là. Mm-hmm. Complètement. Si on revient sur les derniers matchs aussi, écoute, on a parlé des Savage, il faut parler de l'autre côté de la médaille. Blake Snell, la déception des Dodgers en Série mondiale, c'est vrai. Mais écoute, Sébastien, comme il l'a dit lui-même aujourd'hui, il ne veut pas se trouver d'excuses, là, mais il n'a pas été chanceux. Petit chou. Pas chanceux. Pas chanceux en Série mondiale, t'es vraiment pas chanceux. Là, ça va pas bien. Pas chanceux, 2 matchs en plus. Là. Ouais, les jeux de baseball laissent vraiment. C'est ça, beaucoup, ouais. Non, c'est vraiment pas beaucoup de chance. Non. Mais moi, j'aimerais pas ça avec lui, là, je vais te le dire. non, qu'il ne s'achète pas un billet de loto, c'est pas le temps. Oui, Blake Snell n'a pas été excellent, mais dans ce cas-ci, il faut rendre crédit aux Blue Jays. Les Blue Jays frappent très bien les lanceurs gauchers. On l'a vu contre les Yankees. Là. Max Fried, Carlos Rodon, c'était des lanceurs de haut fort. Ils se sont fait pelleter comme on pète de la neige un 2 décembre. C'est incroyable comment les Jays semblent voir la balle contre les lanceurs gauchers, puis ça a été le cas dans ces 2 matchs-là contre Blake Snell. Est-ce que la chance a joué un rôle? Peut-être à un certain moment, mais ce n'est pas seulement la chance qui a fait que les Jays, dans ces 2 matchs-là, ont été en plein contrôle. Le sujet de Yesavage fait jaser, puis il y a 2 comparaisons qui ont été dressées avec Alek Manoah. Matt qui nous demande c'est quoi les pourcentages que Yesavage devienne un Manoah. Mon père qui 0. mentionne ici. Je suis assez d'accord. Dommage que Manoah ne soit plus avec l'équipe parce que ça aurait pu faire un bon duo. La différence, évidemment, c'est que tu le vois là, que mentalement, un gars comme Yesavage est beaucoup plus fort. Puis j'ai l'impression que les 2 sont très confiants en leurs moyens. Mais il ne canalise pas de la même façon. Tu sais, Yesavage, tout le monde le dit là, dans le vestiaire, il est excessivement confiant, mais il ne dépasse pas la limite. Manoah, c'est un caractère. Là, puis il y a une couple d'années, il avait contredit Blue Jays sur sa situation médicale, puis il est allé subir, c'était pas une intervention, mais une procédure qui l'empêchait de lancer pendant quelques semaines dans une course aux séries. Tu sais, c'est pas... Yesavage ne fera pas ça. Yesavage, c'est pas le même genre de bonhomme. Là. Non, exactement. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué son calme dans l'abri entre les manches. C'est un gars qui est complètement en contrôle, alors qu'Alek Manoah n'a jamais été en contrôle. Quand tu parles de la situation avec l'équipe, la situation quand il est allé défier Garrett Cole sur le Sing Audi au Yankee Stadium, fais pas ça. Fais juste pas ça. T'es pas en position de faire ça. Alek Manoah le fait. Trey Savage ne fera jamais ce genre de choses-là. C'est ce qui fait la différence entre les 2 lanceurs. C'est ce qui fait que Trey Savage ne deviendra jamais un Alek Manoah.
George Springer, un des grands dans l'histoire des Ouais. séries, 23 circuits. C'est un gars qui sait comment frapper des circuits, peu importe les circonstances, évidemment. Là, mais, Poubelle, pas poubelle. ouais, poubelle, pas poubelle, j'y vais. Là. Euh, mais c'est, tu sais, il en frappait plus que les autres malgré tout. C'est un bon frappeur de circuit. La perte des. Il n'a pas joué les 2 derniers matchs. Il aurait pu jouer le dernier match si on avait eu besoin de lui en fin de match. Évidemment, on n'a pas eu besoin puis on a préféré le reposer. On s'enligne peut-être pour le voir dans le match numéro 6. Mais malgré tout, tu places Beau Bichette comme frappeur de choix. Déjà là, tu gagnes. Puis après ça, ben, Beau Bichette a produit. Le reste de l'équipe a été stabilisé défensivement. Ça a visiblement assez compensé, même si évidemment le choix numéro 1, c'est d'avoir Springer installé dans le premier rôle du rang offensif. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais malgré tout, ça a payé. T'sais, pour les Blue Jays, ils ont trouvé une façon, encore une fois, encore malgré l'adversité, de passer à travers ça puis d'aller chercher 2 matchs sans Springer. Oui, la situation de Beau Bichette qui a aidé dans ce cas-ci. Puis moi, je ne change pas mon alignement pour le prochain match. Je comprends que je vais changer mon alignement parce qu'on affronte un lanceur droitier, là. Il n'y a pas de doute, mais je ne prends pas le risque de commencer avec George Springer. Je le fais sortir du banc. S'il est en mesure de jouer à un moment ou à un autre, je le fais sortir du banc plus tard dans le match. Mais je commence avec Beau Bichette dans le rôle de frappeur de choix. Tu as gagné les 2 derniers matchs, tu continues dans cette veine-là, surtout que oui, peut-être que George Springer est capable de jouer, mais il va être loin d'être à 100%, tandis que tu as un gars comme Beau Bichette qui lui aussi n'est pas à 100%, mais qui a joué les 2 derniers matchs et qui a bien fait. Puis ça lui a permis de jouer des matchs complets. Tu sais, les 3 autres matchs, ben, le match numéro 2, il n'avait même pas commencé, mais les 3 autres matchs, il a joué défensivement. On ne peut pas l'envoyer au 2e but pendant 9 manches, là, pas à ce point-ci, pas avec son genou. Tu le vois, le Beau Bichette, là, il frappe des coups là, que ce serait un double en rampant pour lui d'habitude, puis il s'arrête au premier coussin. Puis il n'y a personne qui le blâme. Là, je veux dire, il est là pour faire avancer les gars. Puis, surtout dans des situations où tu dis, hey, écoute, il y a un retrait, il y a quelqu'un au 3e coussin. Pas que son point n'est pas important parce que tous les points sont importants, mais contente-toi de faire rentrer le gars au 3e, là, puis après ça, tu te feras épingler sur les buts si tu veux, dans un double jeu ou peu importe. C'est pas grave, c'est pas ça qui est important pour l'instant. Donc, non, c'est ça. Il y a son utilité. Si tu l'as comme frappeur de choix, c'est encore mieux parce que ça lui permet de se reposer un peu quand même. Exact. Écoute, parmi les surprises chez les Blue Jays, dans ta boule de cristal, on le savait bon, mais est-ce que tu avais 25 coups sûrs pour Ernie Clement, bon pour le 4e rang de l'histoire? Tu as Randy Arozarena, tu as Guerrero cette année, tu as Pablo Sandoval, et à 25 coups sûrs, tu as plusieurs joueurs. Écoute, j'ai plus la liste devant moi, mais il y a notamment David Freese en 2011. Tu sais, David Freese en 2011, c'est quand même assez mythique. Écoute, Ernie Clement est impossible à retirer sur 3 prises. Il trouve toujours une façon de placer la balle en lieu sûr. Il est utile défensivement parce que tu peux le mettre n'importe où. Écoute, sans Ernie Clement, les Blue Jays ne sont pas là. Point final. Non, c'est sûr. Puis malgré tout, malheureusement pour lui, on s'en rappellera même pas. À cause des séries de Vladimir. Tu sais, David Freese, on s'en rappelle parce que c'était les séries de David Freese. Cette année, c'est les séries de Vladimir. Puis dans quelques années, Ernie Clement va être dans l'oubli. Puis ça ne veut pas dire qu'Ernie Clement va continuer sur cette lancée-là dans les prochaines années. Là. C'est pas ce genre, un peu comme David Freese, justement, c'est pas ce genre de joueur avec un profil qui va continuer à performer de la sorte. Donc, malheureusement pour lui, il va un petit peu tomber dans l'oubli, mais ça lui enlève absolument rien parce qu'il y a des séries extraordinaires. Puis tu lui dis, on n'est pas capable de le retirer. Les lanceurs adverses commencent avec des comptes de 0-2. Puis sur le 3e lancer de la présence, il met la balle en lieu sûr au champ posé. Tu sais, il n'y a rien à faire. Tu sais, tu essaies un lancer pour le passer dans la mitaine, puis lui, te placer au champ posé avec un compte de 0-2. Il n'y a rien à faire pour retirer Ernie Clement. Les derniers matchs, il y avait un petit peu plus de ballons, alors que d'habitude, il frappe la balle avec un petit peu plus d'autorité au sol. Mais sinon, c'est des séries incroyables pour Clement. Puis évidemment, on va remettre à César ce qui lui revient. Vladimir Guerrero Jr. N'était pas Monsieur Série à ses premières années dans le baseball majeur. N'était pas Monsieur je me lève au moment opportun pour mon équipe en saison régulière. Là, oublie ça. Là. Tout ce narratif-là, il vient de prendre le champ en 1 mois. Il est en train de réécrire à lui tout seul le livre des records du baseball majeur. Il est à 2 circuits de Randy Arozarena, qui en avait eu 10 en 2020. Lui, Guerrero, il est à 8, tout comme Shohei Ohtani d'ailleurs. Il est à, écoute, 25
7 coups sûrs et Randy Arozarena en avait eu 29. Arozarena, d'ailleurs, qui avait joué la ronde wildcard et pas Vladimir Guerrero Jr. Donc, écoute, c'est spécial ce qu'on voit en ce moment. Puis oui, il y a des matchs où ça a été plus difficile, mais il n'y a aucun gars qui peut frapper 2 coups sûrs à tous les matchs pendant un mois de temps. C'est impossible. Mais ce qu'on voit, là, de se lever au bon moment, les coups de circuit, la puissance, c'est quelque chose, là, Vlad, en ce moment-là. Une chance qui est signée, hein, parce que sinon, là, on parlerait juste du contrat. Oui, ça c'est sûr. Ça, juste, c'est sûr. Juste. Oui, exactement. Puis peut-être que ça coûterait plus cher. T'sais, même s'il a signé un excellent contrat, là, peut-être que ça coûterait plus cher avec ce genre de séries éliminatoires-là. Mais est-ce que Vladimir Guerrero a maturé? Vraiment, là, c'est un autre joueur. C'est un joueur qui continue à avoir du plaisir. On le voit. Il est en série mondiale, il a le sourire aux lèvres, il s'amuse à jouer dans ces grands moments-là. Mais tu vois qu'il a pris une maturité et qu'il sait quoi faire dans ces situations-là. Puis c'est pas le même Vladimir qui n'avait pas beaucoup de sérieux il y a quelques années de cela. C'est vraiment un autre joueur. C'est rendu un leader dans cette équipe-là. Oui, c'était le visage de la franchise il y a quelques années. Je ne pense pas que c'était un leader. Maintenant, c'est un leader pour les Blue Jays et ça continue d'être le visage de la franchise. Vraiment, là, ce joueur-là a pris une coche, surtout cette année. On le voyait tranquillement s'en aller dans cette direction-là, mais cette année, il est dans une autre catégorie. On se tourne vers le retour de la série au centre Rogers maintenant. Match numéro 6, vendredi soir. Là, c'est 3-2 pour les Blue Jays. Écoute, les prédictions qu'on avait vont prendre le bord par la force des choses parce que là, écoute, si c'est les Dodgers, ça va aller en 7. Et il n'y avait personne. Pascal avait prédit les Blue Jays en 6, en 5, en 6. Il y a Pascal qui peut avoir. 5, il y a Pascal qui peut avoir un peu plus raison, évidemment. Mais sinon, nos prédictions tombent à l'eau parce que si c'est les Dodgers, ça va aller un peu plus loin. Donc, quel bon moment pour reviser nos prédictions et réécrire l'histoire. Mais à ce point-ci, est-ce que tu y vas avec Blue Jays en 6? Est-ce que tu y vas avec Blue Jays en 7? Ou est-ce que tu y vas avec Dodgers en 7? À ce point-ci, je pense que je vais y aller avec les Blue Jays en 7. J'ai vraiment l'impression que Yoshinobu Yamamoto va sauver un petit peu les Dodgers. Mais le manque de vie, oui, exactement, Louis, entièrement d'accord. Je n'avais pas vu le commentaire, mais on pense exactement pareil. C'est lui qui va sauver cette équipe-là parce qu'il n'y a pas de vie. On n'est pas capable de générer quoi que ce soit. On ne semble pas avoir faim. Mais je pense que Yamamoto, lui, a faim. Il va sortir un autre bon départ qui va amener la série en 7. Mais je n'ai pas l'impression que les Dodgers peuvent gagner. Malgré toute l'expérience, tout le talent qu'on a dans ce club-là, ce n'est pas la même équipe que l'année passée. J'ai exactement la même réflexion que toi. Là. Yamamoto va être très, très dur à battre demain. Pas impossible de la façon dont les Blue Jays jouent. Mais écoute, il vient de lancer 2 matchs complets de suite, puis il est après arrivé en 19e match dans le match de fou. Écoute, je ne vais pas parier contre Yoshinobu Yamamoto. Là. Compte pas sur moi pour parier contre ce gars-là. Il est assez impressionnant, mais non, écoute, ça va être le fun à suivre. Je pense. Par contre, là, j'ai un petit peu peur pour tes Blue Jays parce que là, si tu prédis les Blue Jays, les Dodgers risquent de s'en sortir avec la victoire. Oui, c'est ça. Excuse-moi, fallait que je la sorte. T'as bien fait. Je suis toujours autant monsieur prédiction. Je ne sais pas pourquoi j'en fais encore d'ailleurs. Oui, c'est ça, on devrait arrêter ça. Ça sert à rien. Oui, c'est ça, c'est ridicule. Écoute, il faut qu'on se parle de Shohei Ohtani. Là, tu vois Louis qui vient justement de nous dire qu'il semble être brûlé à ce point-ci. Écoute, il a été Shohei Ohtani, là, encore une fois, là, se rendre 9 fois sur les coussins. Qu'est-ce que c'est ça? Là? C'était franchement impressionnant. 4 buts sur balle intentionnelle. J'ai envie de te dire 5 là, parce que je veux dire, quand tu reçois une visite au monticule puis que tu travailles à 8 pieds de la zone des prises à chaque fois, c'est parce que tu as reçu l'ordre de dire écoute, on ne veut pas encore lever les 4 doigts, là, mais on va faire comme si. Là. Fait qu'écoute, il a été impressionnant. Il est bon au bâton. Si les Dodgers finissent par l'emporter, ce sera soit lui ou Yamamoto peut-être là, qui va être le MVP à ce point-ci. Ce sont les 2 joueurs qui se lèvent le plus. Là, ce qu'on lit, c'est que tout est sur la table pour Shohei Ohtani. Je ne m'attends pas à le voir lancer match numéro 6 nécessairement, quoique, parce que vu qu'il a lancé le match numéro 4, ceci étant dit, pour un match numéro 7, ça pourrait être intéressant. Puis, il y a une théorie qui a été soulevée, en fait, par Dave Roberts, même une couple de minutes avant qu'on embarque. Puis, on dirait qu'on parle beaucoup de la théorie de dire on pourrait l'envoyer une manche en relève, puis après, tu l'envoies dans le champ, quoi que ce soit. Utilise-le comme opener. Fais-y lancer la première manche.
Puis comme ça, Tyler Glasnow, qui a des hauts et qui a des bas, ben, tu l'empêches de voir des gars comme Vladimir Guerrero puis Bo Bichette peut-être en première manche. Et là, tu amènes Tyler Glasnow en deuxième. Ça ne change pas grand-chose nécessairement pour lui. De toute façon, il a joué à Tampa Bay. Il sait c'est quoi des openers. Puis ça te permet d'utiliser Shohei Ohtani dans sa formule idéale. Tu vas te chercher 3 retraits comme ça en début de match. J'ai l'impression que ça va peut-être être sur la table. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, là, je ne suis pas un grand fan des openers. Là. Non, mais cette situation-là est spéciale. Oui, c'est sûr et certain. C'est spécial. Malgré tout, moi, je donnerais le départ à Glasnow, puis je verrais si j'ai vraiment besoin d'utiliser Ohtani dans ce match-là, de rajouter encore de la pression sur ce joueur-là, encore de la fatigue. Je ne sais pas si c'est la solution pour les Dodgers. Puis tantôt, tu disais, moi, je le verrais peut-être dans le match numéro 6. Tu sais, à l'inverse de Yes Savage, on a l'avance du côté des Blue Jays. Je ne pense pas que Yes Savage va lancer en relève dans le match numéro 6. Du côté des Dodgers, on a le dos au mur. Si jamais Yamamoto ne fait pas le travail ou si il se rend loin dans le match, mais c'est encore serré, qu'on a besoin d'Ohtani, c'est peut-être là qu'on va le sortir. Comme opener, c'est une possibilité. Moi, ce n'est pas ma préférée. On verra ce que Dave Roberts va décider, mais il y a des bonnes décisions à prendre parce qu'on s'entend-tu que, évidemment, son poste n'est pas en danger, là, Dave Roberts, mais si les Dodgers échappent la Série mondiale contre les Blue Jays, il va y avoir des questions et d'autres questions qui vont se poser en Californie parce que c'était pas ça le plan de match, c'était pas ça le script. Non, c'était pas écrit comme ça. Puis oui, il va y avoir des questions, mais on sait exactement ce que les Dodgers vont faire cet hiver. L'enclos de relève va être revampé de A à Z. On va signer tous les releveurs qui sont disponibles à un prix de fou comme d'habitude. Puis on avait commencé à le faire. On était allé chercher Tanner Scott, qui n'a pas fait le travail, qui est sur la liste des blessés, blessés à l'orgueil ou je ne sais pas trop où, là. Mais ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait, puis on va faire les ajustements nécessaires cet hiver. Les Dodgers, on le sait, on dépense, on veut gagner, puis c'est entre autres dans la relève que ça s'est joué à certains moments. C'est pas seulement là, l'attaque n'a pas fait le travail à d'autres moments, mais il faut quand même mentionner que cet enclos de relève-là n'est pas digne du reste de l'alignement des Dodgers. Ouais, Kyle Tucker, en effet, là, qui peut être une possibilité chez les Dodgers. On va peut-être aussi contre-attaquer avec juste plus d'attaques. C'est vraiment pas impossible. Mais tu sais, les gars, Blake Treinen, c'est assez, là. On parlait des décisions des gérants tantôt. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que Dave Roberts fasse? Ouais. Il n'y a rien sous la main. Rendu là, je ramènerais Joe Kelly qui n'a pas lancé depuis 2 ans. Là. Oui, Joe Kelly faisait le travail en série. Il y a le caractère qui vient avec, puis il faisait le travail. Mais là, on n'a pas ce genre de joueur-là. On a placé Roki Sasaki dans le rôle de closer qui a sauvé un petit peu cet enclos-là parce que si Sasaki n'est pas closer, il n'y a personne qui est capable de faire ce travail-là. C'est vraiment pas facile. Là. Dave Roberts, il essaye des choses, puis il espère que ça va fonctionner un soir donné, mais il n'y a personne d'établi que tu dis ce soir-là, il va faire le travail. Et l'autre soir, il a embarqué Anthony Banda, s'est fait pelleter lui aussi, a fait le travail par la suite, mais c'est ça, c'est que d'un soir à l'autre, tu ne sais pas ce que tes releveurs vont te donner. Mon père qui nous mentionne, je crois que Teoscar va changer d'adresse. Moi aussi, j'ai l'impression, c'est peut-être mon hot take. Là. On peut-tu en parler de ça? Vas-y. Avant... Non, vas-y. Je voulais pas te couper. On n'aime pas la façon qu'il court sur les sentiers, évidemment. On n'aime pas sa défensive. Puis oui, c'est un gars super clutch offensivement, puis il est capable de faire des trucs, mais des frappeurs, les Dodgers, théoriquement, du moins, là, ils en ont. Moi, je pense qu'on va vouloir essayer surtout si on perd, on va vouloir essayer de transformer un petit peu ça. Je ne serais pas complètement étonné que les Blue Jays s'essayent si jamais il est sur le marché parce que depuis qu'on l'a échangé, on fait juste essayer d'aller le rechercher. Mais je ne serais pas étonné que les Dodgers veuillent échanger ce gars-là. Oui, moi aussi, je pense qu'il est parti. Puis ses performances défensivement puis sur les sentiers. On n'a pas grand-chose à redire au bâton de Teoscar Hernandez. Mais le reste de son jeu, là, encore sa glissade sur le supposé triple de Dalton Varsho, qui était un 5, si un voltigeur normal est dans la droite, c'est un 5. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette glissade-là? Puis après ça, le petit pas de trop pour aller chercher la balle comme un cheval de calèche là, au champ droit.
c'est quoi ça? T'es-tu en série mondiale ou t'es pas en série mondiale? Ça te tente-tu de jouer ou ça te tente pas? Tu sais, quand un joueur n'est pas capable d'élever son jeu quand le moment est grand, puis ça, il le fait au bâton. Mais quand tu n'es pas capable de le faire dans toutes les facettes du jeu, ben ça aussi, je pense pas que ça corresponde vraiment à la philosophie des Dodgers. Non, exact. Je pense que si on va chercher d'autres joueurs, ça va être des joueurs qui sont capables de se lever au bon moment, comme tu le dis, à tous les niveaux. Je pense pas, par contre, que ce serait Pete Alonso comme le suggère ou comme nous le demande du moins Louis, parce que, écoute, tu as déjà un frappeur de choix puis un joueur de premier coussin qui évolue là à tous les jours. Les deux gars ne changeront pas de position. Pete Alonso ne changera pas de position. Donc, il n'y a pas de fit pour moi avec les Dodgers. S'il jouait ailleurs, s'il jouait au troisième but, je te dirais peut-être qu'il y a une discussion. Mais c'est vraiment juste un joueur de premier coussin. Là. Pour moi, il n'y a pas de discussion avec les Dodgers présents. Moi, un joueur qui pourrait se retrouver là, c'est Bo Bichette. Tu sais, oui, Mookie Betts fait le travail pour gagner un gant doré à l'arrêt-court, mais tu remets Mookie Betts dans la droite, qui remplacerait Teoscar Hernandez, Mookie Betts qui connaît des difficultés offensives, probablement en raison de son rôle à l'arrêt-court. C'est pas facile de jouer là, c'est pas nécessairement sa position naturelle. Tu le remets à une de ses positions qui est plus naturelle, tu amènes un Bo Bichette qui peut donner le ton dans cet alignement offensif-là, qui, oui, n'est pas le meilleur défensivement, mais quand même, tu ajoutes un gars qui place la balle en jeu avec tous les autres éléments qu'on a dans ce rôle offensif-là. Pour moi, c'est une possibilité. Sébastien, Andrés Jiménez, ça fait 1 mois et demi qu'il joue à l'arrêt-court, peut-être. Mm-hmm. Et il y a quelques semaines, il a dit « Ouais, je commence à sentir l'effet sur mon corps. » C'est tough jouer à l'arrêt-court, puis c'est pas comme si... Tu sais, il était au deuxième but, là, c'est une position... Oui, c'est plus exigeant à l'arrêt-court, mais c'est une position similaire dans le sens où tu es au milieu de l'avant-champ, tu gères le deuxième coussin. C'est vraiment difficile de jouer à l'arrêt-court. Et Mookie Betts est à l'âge où tu sors les gars des positions premium. Oui. Et tu les envoies dans les coins. Eux autres, ils ont fait l'inverse. Puis l'an passé, ils avaient commencé ça aussi. Puis au retour de blessure, ils ont fait « Ouais, c'est tough, on va le mettre dans le champ droit. » Puis as-tu vu, ça marchait en série. Là, tu l'envoies à une position qui est impossible de jouer, de s'adapter comme il faut à son âge. Puis oui, il est bon parce que c'est un bon athlète. Mais maudit, t'as mis le doigt dessus. Il est fatigué. Il a passé l'année à l'arrêt-court. Tasse-le de là, envoie-le dans le champ droit. Je pense qu'il y a 6 gants dorés dans le champ droit. Il ne sera pas un problème dans le champ droit. S'il est capable de jouer à l'arrêt-court, il est capable de jouer dans le champ droit. Puis va te chercher un arrêt-court. Puis même si tu ne vas pas chercher Bo Bichette, ben, envoie Mookie Betts dans le champ droit pour maximiser. Dans quel monde tu ne maximises pas tes vedettes? Ouais, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Puis, peut-être que là, avec les éléments qu'on a, puis avec Teoscar, on a un petit peu pas le choix d'y aller de cette façon-là. Ouais. Mais comme on le disait tantôt, Teoscar est probablement parti. Ça te donne cette opportunité. En même temps, tu n'as pas le choix. Mettons que tu veux faire le changement là, puis je te dis pas qu'ils vont le faire, là, mais mets Teoscar dans la gauche, puis tasse Alex Call. On s'en fout d'Alex Call. Il y en a des possibilités, puis même Miguel Rojas à l'arrêt. Peu importe, je veux dire, s'ils voulaient vraiment le faire, ils pourraient le faire. Mais ils ne veulent pas. Non, exactement. Mais il va falloir qu'ils le veulent à un moment ou à un autre. Puis ça devrait être l'an prochain. Mookie Betts, il ne rajeunit pas. On le sait que la fenêtre des Dodgers, c'est à chaque année, mais quand même, on a un contrat de Shohei Ohtani qu'on veut rentabiliser. On veut gagner avec Shohei Ohtani. On le fait, mais on veut continuer à le faire. C'est là que ça se passe, puis c'est là qu'il faut faire les changements nécessaires. Donc, pour la suite des choses, ben écoute, ça va être une série qui va être vraiment, vraiment le fun si on revient en tant que tel à la série. Tu as parlé de Yoshinobu Yamamoto qui pourrait être un facteur. Je me souviens que dans tes prédictions, tu nous avais parlé de Will Smith comme MVP. Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit un joueur qui se lève au cours des prochains matchs? J'aille pas sa série mondiale jusqu'à maintenant. Fait quand même le travail. Puis on parlait de positions qui ne sont pas faciles. Will Smith en est une autre preuve. Là. C'est un receveur qui gère très bien ses lanceurs puis qui est capable de faire le travail offensivement. Jusqu'à maintenant, il fait le travail. C'est sûr que ça n'a pas été le gars nécessairement qui a fait la différence. Est-ce qu'il peut le faire dans les prochains matchs? Je pense que oui. Mais ça va prendre plus que Will Smith. C'est ça le problème chez les Dodgers, c'est que ça prend plus qu'un joueur qui se lève un soir donné. Puis on dirait qu'on n'est pas capable de le faire tout le monde en même temps. On a quelques performances par-ci, par-là, mais c'est pas. On dirait que les Dodgers, présentement, ne jouent pas nécessairement en équipe comme on l'a déjà fait par le passé. Donc oui, ça va prendre des bonnes performances de Will Smith. Il est capable de le faire, mais les autres joueurs doivent se lever. Puis on parlait de Mookie Betts. C'est sûr qu'il est fatigué. Il a dit lui-même qu'il a été terrible, qu'il n'y a rien qui fonctionne, qu'il n'y a pas de réponse. Mais ça prend un Mookie Betts qui se lève à un moment ou à un autre dans une série comme celle-là.
Tantôt, on parlait d'avoir besoin d'aide en relève chez les Dodgers. Vincent a dit on va leur donner Brandon Little. C'était sûr que ça allait finir comme ça. Hein? Tu sais, quand on n'a plus rien dans l'enclos, tous nos partants ont été utilisés, Ouais. puis c'est Brandon Little qui s'en vient. L'issue du match était assez scellée à ce moment-là. Écoute, moi, j'avais ma prédiction osée que j'avais faite. Je pense que tu étais dans cette conversation-là que j'avais faite durant le match. Moi, je voulais du chaos à ce point-ci. Je ne souhaitais pas de blessure à personne, évidemment, mais je me suis dit, il me semble que ce serait le fun de voir Kevin Gausman être obligé d'aller finir la game dans le champ gauche parce qu'ils n'ont plus de joueurs de bat et ils sont obligés de sortir quelqu'un pour une raison. On n'était pas loin. Non, mais moi, je pense que quand tu regardes du baseball et qu'il est rendu 2 h du matin, puis que c'est pas une game qui commençait à 10 h le soir, évidemment, là, ben, je pense qu'il faut que tu sois récompensé par un petit peu de chaos puis quelque chose qui va marquer l'imaginaire. Oui. Je pense. Moi, c'est ma théorie. Puis là, tu sais, bon, OK, le circuit de Freeman, OK, correct. Là, mais moi, je parle de vraiment quelque chose d'irrévérencieux. Là. Moi, je parle de ça. Tu sais, Kevin Gausman qui dépose l'amorti en 18e puis qui s'en va jouer dans le champ gauche. Puis t'as Dalton Varsho qui triche, puis qui triche, puis qui triche parce que là, il essaye de courir pour que Gausman en aille le moins possible. Moi, c'est ça que je voulais, tu comprends? Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis parlant d'amorti, là, oui, je suis d'accord. J'ai pas le choix parce qu'on le sait, tout le monde le sait que j'ai un fusil sur la tempe. Je dois être d'accord avec toi. Là. J'ai pas vraiment le choix. Non. Mais parlant d'amorti sacrifice, là, y a-t-il quelqu'un qui est capable de déposer un bunt dans cette ligue-là? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas un gars qui est capable. L'autre soir, Maelstrom, là, c'était une catastrophe. C'est ta job de déposer un amorti. C'est pas un travail de sacrifier Maelstrom. C'est ça. Les Guardians, ils se sont pas débarrassés de ton salaire parce que t'es bon. Là. Non, exactement. Surtout pas être bon à bunter. Ça fait pas partie de son arsenal. J'en reviens pas à quel point des joueurs des majeurs ne sont plus capables de déposer un amorti dans un moment crucial d'un match. Puis on ne demande pas à Vladimir de bunter. Là. Non, c'est ça. Puis moi, ce qui me fascine, tu buntes puis ça donne un fly, c'est pas bon, c'est une chose. Moi, ce qui me fascine, là, c'est quand tu te places en position amortie, que tu es clairement une balle, puis que là, tu décides que tu ne déposes pas l'amorti et tu retires ton bâton, mais pas au complet, puis tu es encore en position amortie, puis ça compte comme une prise. Comment tu peux compter comme une prise? Tu t'es même pas tassé au complet. Tasse-toi de là. Qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est ça qui me fait capoter, plus que de ne pas déposer l'amorti. Les gars qui ne savent même pas s'enlever. C'est incroyable. C'est un art qui s'est perdu, puis je sais pas si on va le revoir un jour. Puis il y a une autre chose aussi. Pourquoi tu attends à la dernière minute pour te placer en position d'amorti? Tout le monde le sait que tu vas bunter. Au moins, tu vas être déjà placé. Puis c'est pas grave que tout le monde le sache. Tu vas la déposer, puis ça va faire le travail. Oui, c'est ça. Tout ce que tu as à faire, c'est que la balle se retrouve au sol quelque part. Fait que quand même que tu es déjà en position pour déposer l'amorti, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui va être surpris par ton mouvement rapide pour te placer en situation de bunt. Tu as juste à déposer la balle. Tu sais, tu as raison, puis c'est se placer plus tôt. Isaiah Kanner-Falefa, y a-tu quelqu'un qui pense que il serait meilleur avec une nouille de. Il serait meilleur avec une nouille de piscine entre les mains. On le sait que tu vas bunter, là. Voyons, il y a un go premier, il y a un go 2, il n'y a pas de retraite, tu ne peux pas frapper, on a besoin d'un point. On le sait que tu vas bunter. Prépare-toi, là, 15 secondes d'avance, puis Max Muncy va s'avancer, puis Freddie Freeman va s'avancer, puis c'est correct. Exactement. Ils n'auront pas plus de jeux là, parce qu'ils se sont avancés. Le but, c'est pas que tu te rendes au premier. Le but, c'est que tu reviennes en faisant des high-fives au vestiaire 4 secondes plus tard, parce que là, tout d'un coup, le haut de l'alignement est capable de revenir avec des gars en position de marquer. C'est ça le but. Et voilà. Bon, ça fait du bien, pareil. Ouais. Je pensais pas aller chercher ce petit côté-là de on va chialer sur l'amorti pendant une couple de minutes. J'espère que vous avez aimé ça. Mais sinon, ça a existé pareil. Oui, c'est ça. C'est dans les archives. Oui, c'est ça. IKF serait meilleur sans bâton. Oui. Je pense que c'est-tu Carl Gélina qui a dit ça hier aussi pendant la game, que tu pourrais présenter pas de bâton, puis ça ne changerait pas grand-chose. Ça m'a fait rire. À chaque blague, il y a un fond de vérité, puis là, c'était plus qu'un fond. Oui, c'est ça. Oui, le baril était rempli. Oui, c'est ça. Puis je parle pas du baril du bâton parce qu'il rencontre rarement la balle dans son temps. Non, lui, bâton torpille ou pas. Hey, d'ailleurs, bâton torpille, on s'en fout, hein? Bon, pas mal, oui. Je ne sais même pas quel joueur des Blue Jays puis des Dodgers ont un bâton torpille. Non, c'est ça. Pas vraiment
Ça a été le fun pendant 2 semaines, puis c'est ça. Ouais. Ça a été le fun pour Anthony Volpe surtout. Ouais, c'est ça. Puis après, c'est c'est ça. super bien passé comme année. Oui, il y a une saison extraordinaire. Tout est dans Pour le vrai, bâton. là, ouais. Fait que bravo à Nestor Cortez pour avoir exposé ces bâtons-là. Oui. Sébastien, on a quelques petites questions qui sont en attente ici, plusieurs en lien avec la Série mondiale ou pas. Donc, allons-y pour la période de questions. Matt qui nous dit ici, la Série mondiale 2025 ressemble à celle entre les Royals et les Giants en 2014. Écoute, si ça vient avec un 5 manches en relève de soit Blake Snell ou Trey Savage, là, donc un lanceur du match numéro 5, moi je suis partant. Oui, rendu là, pourquoi? Ça n'arrivera pas, mais je suis partant. Mais oui, il y a des similitudes. Par contre, on vient juste d'en parler, de l'amorti puis de la petite balle. Dans ce temps-là, les Royals, c'était beaucoup ça. Hein? On volait des buts, on déposait l'amorti, puis on se rendait sur les sentiers, ça mettait de la pression, puis on finissait par marquer. C'est un petit peu moins ça entre les Jays et les Dodgers. Les Jays qui continuent de mettre la balle en jeu, mais quand même, au final, on a relativement beaucoup de longues balles qui font la différence dans cette série. Oui, assurément. Louis qui nous mentionne ici que le salaire de Savage cette année, seulement 57 000 évidemment, là, au prorata. Il y a eu un bon boni à la signature, puis je m'attends quand même à ce que, tu sais, bon, il y a un boni d'argent en série qui est donné aux joueurs, puis plus tu te rends loin, plus tu gagnes la série mondiale ou pas, bien évidemment, le boni peut être un peu plus grand. Je m'attends à ce que les coéquipiers, connaissant son salaire, puis connaissant le fait qu'il vient d'arriver, ça se peut que, mettons, un George Springer se dise, ben écoute, on peut t'en donner un petit peu plus. Tu en as peut-être plus besoin que moi, puis tu le mérites, le kid, avec ce que tu as fait. Là. Mais ça demeure pas moins que c'est un bon rapport qualité-prix. Là. Mettons, si tu regardes comparé à d'autres joueurs dans cet alignement-là, là, comme tu dis, le nombre de releveurs qui sont sur la liste des blessés des Dodgers puis qui font rien. Puis pendant ce temps-là, tu as le kid qui réécrit l'histoire de la Série mondiale. Là. Je ne sais pas si tu as vu le montage, la vidéo de la présence de Shohei au bâton contre Savage, puis les salaires qui montaient juste avec le temps de la présence. Ouais. Savage, j'avais été rendu à 100$, l'autre était rendu à je ne sais pas combien de mille. Là. Oui, c'est ridicule la différence, mais Savage ne sera pas dans le trouble dans les prochaines années. Peut-être que là, on va lui en donner un petit peu plus là, pour qu'il réussisse à survivre, mais je pense que ça va bien aller dans le futur. Ouais, puis ça, c'est sans compter le fait que je pense pas qu'il va payer dans un restaurant de Toronto à court terme non plus. Là. non plus, surtout pas avec cette run-là. Non, puis il n'y a personne qui va appeler la police. Non, c'est ça. Oui, mais le monsieur, il n'a pas payé. Ouais, c'est correct. C'est pas grave, le resto au complet, il a dit merci, puis il a donné un petit spec dans le front, là, on est correct. Hey, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, toujours en parlant de Savage, tu sais, il y avait une vidéo de lui, là, qui avait ses écouteurs avant le match, puis qui regardait son téléphone. Puis là, les gens avaient marqué « Ah, il est locked in, là, il est super concentré pour son match. » Puis il a été appelé à commenter cette vidéo-là. Il dit « Moi, je défilais des Reels sur Instagram. » Il était pas locked in pas tout. Ce gars-là, il a rien, il s'en fait avec rien. C'est malade. Non, c'est une autre différence avec Alek Manoah. Oui, c'est ça. Oui, la pression, c'est tout ça qu'on met dans nos pneus. Oui, c'est ça. Ouais. Et Manoah, ça a dégonflé un petit peu. Le pneu, d'après moi, il y avait un clou. Oui, c'est ça. Il y avait plus qu'un flat. Là. Ouais, il y avait un flat, puis on ne trouve pas de garagiste. il espère qu'il y a un garagiste à Atlanta, mais ça ne veut pas dire. Ouais. Ça va coûter cher, par exemple, ces réparations-là. Oui, je pense que oui. Eric qui nous dit, c'est quoi votre rotation pour 2026? Là, tu as Chris Bassitt qui va devenir agent libre. Tu as Max Scherzer qui va devenir agent libre. Écoute, José Berrios va être là s'il revient en santé. Là, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas en santé, à moins de quelque chose d'énorme qu'on ne sache pas. Mais je m'attends à ce que José Berrios soit en santé. Kevin Gausman, il reste encore un an de contrat, il va être là. Trey Savage va être là. Shane Bieber devient potentiellement agent libre aussi. Je m'attends à ce qu'il sorte de son contrat. Est-ce qu'il va revenir? Je ne sais pas. Donc, c'est une bonne question quand même parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation pour le moment dans cette rotation-là. L'autre question qu'il faut se poser, par exemple, c'est est-ce que les Blue Jays qui ont de l'argent et qui finissaient toujours deuxième sur les agents libres, là, soudainement, le fait de se rendre en série mondiale et de potentiellement la gagner, là, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont faire ça me tente d'aller jouer au Canada finalement?
Peut-être. Ça ouvre des portes. Puis on finissait toujours deuxième, pas pour rien. C'est pas que l'organisation est mauvaise, qu'elle n'a pas de classe, que souvent, c'est juste que si tu te bats contre les Dodgers, mais la plupart du temps, tu vas terminer deuxième. Mais là, si tu bats les Dodgers, ça peut ouvrir des yeux, puis ça peut faire la différence de voir que cette organisation-là est en train de construire quelque chose de bien parce que non seulement on terminait deuxième un petit peu partout contre des grosses organisations, mais on s'en allait un petit peu nulle part. Là. Si on se remet l'an dernier, ça allait pas bien. Les postes de DG, de président étaient en jeu. Il n'y a rien qui allait bien. Le poste de John Schneider aussi. On n'avait aucune stabilité. Là, cette année, contre toute attente, on se rend en série mondiale et on est à une victoire du titre. Ça change complètement la donne. Puis c'est là que ça peut attirer des joueurs autonomes. Puis moi, je reste convaincu, je ne sais pas qui, mais on va aller chercher un lanceur sur le marché des joueurs autonomes. Est-ce que tu penses que ça peut être par transaction? J'ai l'impression que c'est peut-être plus un stretch parce que, tu sais, je pense qu'il y a des équipes qui sont mieux outillées, mettons, pour aller chercher un Joe Ryan ou un lanceur comme ça. Là, j'ai pas l'impression. Même j'ai vu un commentaire tantôt, puis là, je le vois plus nécessairement, mais Tarik Skubal, je m'attends. Je te dis pas qu'il va être échangé, mais si tu es tellement loin dans les demandes, tu vas considérer des offres. Et s'il y en a une qui n'a aucun bon sens, ben, tu vas te dire, écoute, j'ai pas le choix de prendre cette offre-là, je vais prendre la chance. Mais je pense pas que les Blue Jays ont le cœur, le noyau dans le bassin d'espoir pour aller chercher un lanceur de cette trempe-là. Non, c'est ça exactement. Les joueurs qu'on pourrait changer sont dans les majeurs présentement, puis c'est eux qui font partie de ce noyau-là. On n'ira pas échanger un Trey Savage pour aller chercher Tarik Skubal. C'est parce qu'il va falloir payer beaucoup plus que Savage. On n'a pas vraiment les éléments dans le système de filiale. S'il y a une chose qui nous manque chez les Blue Jays, c'est ça, c'est de la profondeur dans le système de filiale. Donc, c'est pour cette raison-là que je pense qu'on va plus se diriger vers le marché des joueurs autonomes. L'argent, c'est pas ça qui manque à Toronto. On est dans les équipes qui dépensent le plus dans le baseball majeur. On va continuer à le faire avec les joueurs qu'on est capable d'attirer. Mais comme on vient de le mentionner, peut-être qu'on va être capable d'en attirer des meilleurs joueurs, dont des lanceurs de qualité. D'ailleurs, petite parenthèse sur Tarik Skubal. Je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai déjà écrit ou je l'ai déjà dit au podcast, mais je vais le dire là. S'il est échangé, parce que c'est vraiment pas sûr qu'il va être échangé, s'il est échangé et que les Mets de New York ne mettent pas la main sur ce lanceur-là et que je suis Steve Cohen, j'envoie David Stern dans mon bureau, puis je le congédie pas parce que je pense que c'est un excellent président quand même, mais j'y donne un char de marde. Parce que tu peux pas, avec le bassin d'espoir que tu as, avec l'argent que tu as pour espérer leur signer, évidemment, c'est un client de Boras, il ne signera pas tout de suite, mais tu peux quand même te donner un an pour avoir une espèce de jump start pour l'année d'après. S'il est échangé et qu'il n'est pas échangé aux Mets de New York, qu'est-ce que tu fais? Mais je pense pas que Steve Cohen va pouvoir donner un char de marde à David Stern parce qu'il va être autant responsable. Cohen est impliqué dans les décisions. Si on ne réussit pas à mettre les espoirs en place pour compléter une transaction, j'ai l'impression que Cohen va être aussi responsable. C'est lui qui va peut-être avoir mis le pied sur le frein dans cette situation-là. J'ai pas l'impression que ça va arriver dans le sens que chez les Mets, on n'a pas de limite. Fait qu'on n'aura pas de limite au niveau des espoirs non plus. On veut ramasser des vedettes, on veut dépenser. Donc, si Tarik Skubal se retrouve sur le marché et qu'il ne se retrouve pas chez les Mets, peut-être qu'il va y avoir d'autres raisons derrière ça qui vont expliquer cette situation-là. Puis même, tu sais quoi, même si je suis les Orioles, je sais que c'est juste pour un an. Là. Les Orioles ne le signeront pas dans un an, là, je ne suis pas fou, là, mais ça avait marché avec Corbin Burns. Tu utilises ta belle banque d'espoir qui est en train de se dilapider d'ailleurs, parce que là, tu as plein d'espoirs qui plafonnent parce qu'il n'y a pas de place pour une majeure puis tu les échanges pas. À un moment donné, ça sert à ça, là, la banque d'espoir. Il faut que tu finisses par les échanger. Fait que si je suis les Orioles, évidemment, peut-être pas les mêmes conditions, comme je te dis, parce que les chances de leur signer après sont à peu près nulles, mais si vraiment il était à échanger, va le chercher pour un an, puis essaye de pousser avec lui, parce que là, il faut que tu te relèves de cette saison-là. Puis dans les deux cas, les Orioles et les Mets, ne cherchent pas de midi à 14h, il est où le problème? Il est sur le monticule. Oui. Puis du côté des Orioles, si tu vas chercher Tarik Skubal, tu vas en chercher d'autres. Parce que c'est pas vrai que tu vas plus gagner avec Tarik Skubal. On le voit avec les Tigers. Oui, on est capable, on remporte plus de matchs qu'on serait supposé, mais c'est pas ça qui va nous amener au bout. Les Orioles ne sont pas à un Tarik Skubal de remporter la Série mondiale
ça prend d'autres lanceurs dans cette rotation partante-là. Ce serait extraordinaire d'amener un Skubal, mais ça va prendre plus que ça pour que les Orioles reviennent aux espoirs qu'on avait pour cette formation-là. Matt qui nous demande ici, est-ce que Trey Savage peut devenir le plus grand lanceur depuis Royal Holiday? Est-ce qu'il peut? Oui. Oui. Ben, je me répète, mais c'est un des vols de ce repêchage-là. C'est un joueur qui avait un potentiel extraordinaire, qui aurait dû sortir beaucoup plus tôt dans ce repêchage. Son plafond est très, très élevé, Trey Savage. Il est très loin de l'avoir atteint. Donc, oui, il peut devenir un Royal Holiday. Là, il reste qu'à le mettre en action. Ça, c'est pas fait. Il va connaître des hauts et des bas. Il va falloir vivre avec ça. Mais le potentiel est là. Louis nous demande, Bo Bichette va demander combien pour son nouveau contrat? 300 millions sur 12 ans? Je pense pas. Je pense que, là, ultimement, je regarde, ça fait 25 par année. Je pense que le 25 par année est bon. Mais je pense que le montant total et le nombre d'années sont trop élevés. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être 7 ans. Mettons un 175, ou à la limite, je dis 25, ça peut être 26, ça peut être 27, là, un 182, 189. Je serais étonné qu'il dépasse le 200, surtout avec son état de santé actuel, même si on sait que c'est quelque chose qui va passer. Mais moi, je pense que ça va se situer entre 150 et 200. Ouais. Je pense qu'il peut aller chercher 200 pour un 8 ans. Les 8 ans, ça va être le maximum pour Bo Bichette, selon moi. Ouais. Pour aller chercher un 200, comme tu dis, un 200 maximum. Le marché va peut-être être bon pour lui. Est-ce qu'il va se faire payer comme un joueur d'arrêt court qui va terminer au deuxième coussin? C'est probablement ça qui va arriver dans sa carrière, mais il mérite quand même d'aller chercher cet argent-là pour le moment. C'est peut-être un contrat qui, à long terme, va être un petit peu plus difficile à gérer, comme la plupart des contrats en ce moment dans le baseball majeur. C'est ça la réalité. On doit vivre avec ces contrats-là, mais j'ai l'impression qu'il peut aller chercher un 8 ans, mais 12 ans, là, c'est beaucoup trop dans son cas. Ouais, moi aussi, je pense que c'est trop donné. Puis là, la question, évidemment, ça va être de savoir avec quelle équipe. Mais ça, on aura le temps d'y revenir en masse dans les prochaines semaines. Jérôme nous demande, qu'est-ce que les Blue Jays et les Mariners doivent recruter pour l'année prochaine? Quel secteur doivent-ils renforcer? Chez les Blue Jays, j'ai l'impression que ça va passer par l'enclos de relève. Chez les Mariners, j'ai l'impression que l'enclos de relève puis la rotation, là, l'a établi tantôt qu'il y a des lanceurs partants qui s'en vont. Bref, le monticule. Oui. Chez les Mariners, ça va être de conserver certaines pièces à l'attaque. Tu as été chercher des joueurs de location à l'attaque. Le monticule n'est pas un grand problème à Seattle. Tout le monde peut avoir plus de releveurs, on est d'accord, là, mais donc les besoins sont assez opposés quand même. Là, puis ça démontre on dirait que c'est la même chose depuis une couple d'années. Là, les Blue Jays qui avaient échangé Teoscar contre Eric Swanson, là, c'était ça. Là, il y a un club qui a besoin d'attaque, l'autre équipe a besoin de lanceurs. On dirait que c'est encore la même chanson. Là. Exactement. J'ai pas grand-chose à rajouter. On n'est pas loin du côté des Mariners, on l'a vu. Là, on était à une victoire de se rendre en série mondiale. Mais si on perd les éléments qu'on est allé chercher, on perd cette attaque-là qui a fait la différence. Parce que c'est vraiment ça qui a changé la saison des Mariners. On a ajouté du punch offensif, ce qui nous manquait dans ce cimetière de frappeurs-là. Oui, on a eu Cal Raleigh, mais Cal Raleigh, je ne pense pas qu'il va répéter ses exploits de cette année. Il va être encore très bon, mais c'était une saison exceptionnelle. Donc, ça va prendre d'autres bâtons dans cet alignement-là pour continuer à produire offensivement puis soutenir les bons lanceurs qu'on a déjà en place. J'aime cette question-là. Le travail des arbitres, vous en pensez quoi? Je te lance direct. J'ai pas l'impression, oui, on a parlé de la décision de l'officiel qui a fait un appel tardif. Je suis pas vraiment déçu du travail des officiels jusqu'à maintenant. Le match numéro 3, ça a été difficile derrière le marbre. Puis je dis pas juste ça parce qu'ils se sont rendus en 18e manche, parce que même en deuxième, c'était tough. Là. Oui, règle générale, c'était une drôle de zone de prise. Sinon, ça va assez bien. Oui, puis même dans cette drôle de zone de prise-là, on avait une certaine constance, entre guillemets, dans le sens que... C'est ce qui est important, ultimement. Ouais. C'est plate quand une prise est une balle, mais c'est plate quand tu ne sais jamais si au coin extérieur, elle va être appelée ou pas. Oui, exactement. Donc, on a retrouvé
constance-là, la plupart du temps, c'était pas parfait, ça c'est sûr et certain, mais on a vu des années bien pires que ce qu'on voit cette année en 2025 du côté des officiels. Puis on n'a pas mis nécessairement tous les meilleurs officiels en série, mais ceux qu'on a placés là, en général, ont fait le travail, puis il n'y a pas eu vraiment d'impact direct sur des matchs comme on a déjà vu par le passé. Puis j'ai hâte de voir l'impact que tout ça aura l'an prochain quand on pourra se taper sur la tête. Il y a eu quelques exemples en série, mais donc on dirait que ça va être encore moins flagrant dans le futur parce que c'est surtout les conséquences qui affectent, qui font en sorte qu'on chiale. Fait que si, après les joueurs... Parce que s'il y a un arbitre qui fait un appel monstrueux, ça ne marche pas pantoute, puis que l'équipe a gaspillé ses tentatives de reprise, ben, on va dire que oui, l'arbitre aurait dû faire mieux, mais en même temps, on va se dire, coudonc, pourquoi tel gars il a gaspillé son appel en deuxième manche sur quelque chose qui était même trop serré puis que c'était pas évident. Puis, fait, il va y avoir de ça aussi. On dirait que ça va partager le blâme là, avec les arbitres. Mais ça, évidemment, c'est pour l'an prochain. Puis une chose aussi qu'il faut mentionner, surtout en série mondiale, il faut souligner le travail de Kirk et de Will Smith derrière le marbre qui ont framé des lancers. Je comprends que c'était des balles qui peut-être à l'œil nu ont l'air vraiment évidentes, là, mais pour les officiels, c'est pas facile d'appeler quand le receveur fait un travail de la sorte. Vraiment, ces deux receveurs-là ont fait un travail extraordinaire en série mondiale. Hey Kirk, là, tout au long des séries, là, on jurerait que les arbitres sont incompétents tellement il est en mesure de prendre des tirs puis d'en faire des prises. Son travail pour cadrer les tirs est vraiment, vraiment fort. Oui, c'est beaucoup amélioré à ce niveau-là. Puis même pour bloquer les lancers aussi. Retirer Shohei sur les sentiers également. Donc, ces deux receveurs-là, puis oui, Kirk en particulier, mais les deux ont fait un travail sensationnel. Oui, je suis d'accord avec toi. Là. Kirk, là, je veux dire, évidemment, il sera toujours lent sur les sentiers, là, mais c'est un joueur important là, pour les Jacks. Mais c'est sûr que, tu sais, quand t'as Beau Bichette qui frappe 3 puis Kirk 4, tu sais, Beau Bichette avec son genou en ce moment, là, c'est pas, les gars qui courent là, dans le champ extérieur là, en 5e manche puis qui donnent 10 secondes d'avance aux partisans pour partir à courir, là, Flashman ou je sais pas trop, là, c'est sûr qu'eux autres, tu pourrais leur donner une bonne demi-heure d'avance puis ils gagneraient pareil. Là, oui. On n'a pas beaucoup de marchands de vitesse. Là. Non, c'est ça. Louis qui nous demande, les Dodgers ont-ils des chances pour Paul Skeens? Oui. Les Dodgers ont des chances pour tout le monde. Est-ce que les Pirates veulent l'échanger? Non. Mais est-ce qu'ils vont l'échanger? Éventuellement. Est-ce que je pense que ça va être cet hiver? Non. Mais est-ce que les Pirates vont finir par l'échanger? Oui. Fait que, les Dodgers, est-ce qu'ils vont avoir des chances? Oui, parce que c'est le genre de gars que tu vas vouloir échanger à une équipe. Je serais bien étonné que Paul Skeens devienne agent libre. Je m'attends à ce qu'il soit échangé à une équipe qui va donner la lune pour prolonger son contrat. Évidemment, si Paul Skeens veut donner agent libre, il va l'être. C'est lui qui décide ultimement. Mais je pense qu'on va essayer de trouver un terrain d'entente. Fait que s'il est échangé à une équipe, il ne sera pas échangé aux Reds de Cincinnati, puis il ne sera pas échangé aux Brewers de Milwaukee. Puis je ne dis pas juste ça parce que c'est des rivaux de division. S'il est échangé, ça va être New York, Los Angeles qui vont être les plus gros contenders. Donc, est-ce que les Dodgers ont des chances? Oui. Ils aiment beaucoup les lanceurs partants de qualité. Fait que, oui, ils ont des chances, mais je ne pense pas que ça va se faire cet hiver. Non, on n'est pas encore rendu là. Puis il ne faut pas négliger non plus les Red Sox qui ont des éléments en place. Oui, on ne veut pas nécessairement dépenser énormément, mais on a les espoirs nécessaires qui, c'est même plus des espoirs, sont rendus pratiquement tous dans le baseball majeur, mais qu'on va être capable de flipper pour aller chercher un lanceur de cette qualité-là puis entourer Garrett Crochet. Eux autres, là, on s'entend, tu sais, bon, ce sera pas nécessairement Paul Skeens, même si c'est peut-être le rêve ultimement, là, mais Joe Ryan, là, c'est le fit à Boston. Hein? Ben, ils ont essayé tellement fort à la date limite des transactions d'aller le chercher. C'est drôle. Non, mais ils ont essayé tellement fort. Je ne sais pas s'ils ont essayé tellement fort. En tout cas, ils voulaient essayer fort. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait plus de vouloir que de pouvoir. Oui, ça se peut. C'est loin la date limite. Je me souviens pas s'il était dans la course. Je me souviens qu'il était dans la course sérieusement, mais je me souviens pas de la qualité de leur offre, en fait. C'est ça. Oui, je pense pas que c'était. Je pense pas que les Twins y ont passé bien longtemps. Là. OK. Bon, ben, je recommence d'abord. Oui. Ils ont essayé d'aller le chercher. Oui. Ils le veulent. Oui. Ça se peut que ça se fasse cet hiver. C'est vrai, ça? Oui, ça, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Puis je serais vraiment pas surpris que finalement, ça se conclue. Félicitations à Derek Shelton qui s'en va coacher une équipe de jambon qui a liquidé 10 gars à date limite. Je ne sais pas si c'est une amélioration par rapport aux Pirates.
Ben, présentement, non. Non. Puis surtout, au moins, Présentement, non. le Pittsburgh, le stade, il est beau, puis il n'y a pas de skis. Et voilà. Voilà. Au moins, tu gagnes un match sur 5. Là. Oui, c'est ça. Ben non. Tu as une chance de gagner, mais tu ne le gagnes pas parce que tu n'as pas d'attaque, mais ça, c'est un autre affaire. Ouais, puis parce que tu l'enlèves après 5 manches quand il est à 78 tirs. Là. Aussi. Mais ça, je pense pas que Shelton va faire ça, par contre. Non. Ça reste un vieux de la vieille. Ouais. C'est pas le plus vieux, mais ça reste quand même de la plus vieille génération. Je ne suis pas sûr qu'un soir donné, qu'il y a une chance de gagner le match, on va le retirer après 78 lancés. Peu importe ce qu'on pense, le département des petits génies. Hey, y a une bonne question qui fait mal un peu quand même. On devrait-tu faire une série qui a tué les Pirates de Pittsburgh quand ils vont échanger de passe? Oh, mais ça c'est parce qu'il n'y a pas de suspense. les expos, il y a plusieurs choses, il y avait plusieurs éléments. On ne sait pas trop qui les a tués. Les Pirates, on le sait. Ouais, c'est ça. Ça va être un documentaire de 2 secondes. Ils vont mettre la face de Bob Notting puis ils vont s'en aller. Et voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout. Tantôt, on parlait de Bo Bichette avec les succès des Blue Jays. Bo Bichette ne voudra pas re-signer avec les Jays, que nous demande Matt. Moi, la question, en fait, c'est que ça fait des années qu'on dit toujours Bo Bichette veut s'en aller. Bo Bichette ne re-signera pas avec les Blue Jays. On ne sait pas c'est quoi ses raisons. On sait qu'il y a des facteurs qui ont changé. Les Blue Jays sont meilleurs. Tu as parlé des succès, Matt. Vladimir Guerrero Jr. reste à long terme. On sait que c'est 2 aspects importants pour Bo Bichette. Mais le reste, comme je te dis, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas pourquoi les rumeurs veulent qu'ils partent depuis des années. Fait que jusqu'à preuve du contraire, moi, je ne serais pas étonné qu'ils partent complètement. Je me demande jusqu'à quel point les Blue Jays veulent lui verser autant d'argent qu'ils pensent mériter. Tu sais, surtout, tu regardes ça, Sébastien. Là, tu as Andrés Jiménez qui fait plus que la job à l'arrêt-court puis qui devient Barry Bonds avec des gars en position de marquer. Tu peux mettre un Nick Clement au 2. Tu peux mettre Barger au 3. Puis tu peux... Tu sais, parce qu'il va falloir refaire de la place à Anthony Santander ultimement dans ce club-là. Puis George Springer est en train de nous montrer que c'est pas comme frappeur de choix que Santander va évoluer. Là, si tu as Lucas Varsho puis Anthony Santander dans le champ, ça se peut que les Jays se disent, ben tant qu'à mettre 150, 175, 180, 200 millions sur Bo Bichette, qu'on adore à Toronto, mais c'est aussi bien de le mettre sur un lanceur. Fait que je pense pas que c'est gage de je pense pas assurément que les Blue Jays vont vouloir le signer. Peut-être qu'on va se dire on va prendre le choix compensatoire, puis merci, bonsoir. Ton point est là. Tu as entièrement raison. J'ai pas l'impression que les Jays vont surpayer pour ce joueur-là. Puis tu parles de Jiménez, ça reste un contrat de 100 millions. C'était la possibilité de le mettre à l'arrêt-court. Il fait le travail. Et je pense que c'est la situation qu'on doit privilégier. Du côté de Bo Bichette, je pense qu'il y a une intention de revenir. Si l'argent était là, il reviendrait. Je ne pense pas que l'argent va être là en comparaison à certaines autres formations qui ont un besoin criant à cette position-là, puis qui vont déplier pour aller chercher ses services. Et j'ai l'impression que c'est de cette façon-là que son séjour à Toronto va prendre fin. Bo Bichette, on l'a toujours vu plus comme un joueur de deuxième coussin. Et là, il joue là en série mondiale par la force des choses, mais quand même, est-ce que pour toi, c'est un aperçu de ce qui l'attend ou tu as l'impression qu'il y a des clubs comme les Dodgers ou les Yankees, avec Anthony Volpe, qui vont se dire « Moi, je suis prêt à t'en donner de l'argent, puis à court terme, on te veut à l'arrêt-court. » Comment tu vois sa position? Parce que c'est sûr que s'il arrive sur le marché et qu'il dit « Je veux juste jouer à l'arrêt-court » ou qu'il arrive sur le marché et qu'il dit « Je suis prêt à jouer au deuxième » ou « Je suis prêt à jouer au troisième », je ne sais pas. C'est sûr que s'il est ouvert, il va s'ouvrir des possibilités. Ben, je pense qu'il va être ouvert à jouer partout, tant et aussi longtemps qu'il va être payé comme un joueur d'arrêt-court. La recette Marcus Semien. Je suis prêt à jouer au deuxième but, mais payez-moi comme un arrêt-court. Exactement. Et là, il s'est payé comme un arrêt-court. Et il est bien content d'avoir signé au Texas parce qu'il y a une bague. Exactement. J'ai l'impression que ça va être le même genre de situation. Puis à court terme, malgré qu'il va être probablement ouvert à jouer un peu partout à l'avant-champ, je pense qu'il va continuer à jouer à l'arrêt-court au début de son prochain contrat et qu'éventuellement, on va le déplacer au deuxième coussin. Mm-hmm. Ça se peut. C'est très possible. Puis c'est pour ça que ça pourrait être logique, justement, une destination comme New York ou Los Angeles, parce qu'éventuellement, s'ils veulent, ils sont capables de se trouver un arrêt-court dans 2 ans. Ah, exactement. Moi, Los Angeles, on dirait que ça crie « Allô, allô », c'est là qu'il va aller. Peut-être les Braves également. Ça pourrait être une autre possibilité. Les Braves, je serais vraiment pas étonné. Oui, exactement. Si j'avais à gager présentement, j'irais vers ces 2 destinations. Les Braves, en plus, c'est un gars de la Floride. Hein? La Géorgie, c'est assez proche de la Floride. Sa famille va venir le voir. Tu t'entraînes ton camp d'entraînement en Floride malgré tout aussi. On dirait que c'est un aspect duquel on ne parle pas beaucoup, mais c'est important pour les gars. Là. Je veux dire, ils habitent
il habite, tu vois, il y en a beaucoup qui habitent en Floride ou en Arizona. Je te dis pas que c'est l'aspect le plus important et que tu vas aller jouer pour les Pirates juste pour rester en Floride au lieu de jouer pour les Dodgers puis d'aller déménager en Arizona. Mais un joueur qui est basé en Arizona puis que tu reçois une offre pour jouer pour les Diamondbacks, ben c'est encore mieux, mais ou pour jouer, mettons, pour les Padres versus jouer pour les Phillies de Philadelphie, ben, ça se peut que tu te dises, ben écoute, si je n'ai pas à déménager 2 fois, une fois durant la saison, une fois durant la saison morte, ça se peut que ça penche aussi dans la balance là, par la force des choses. Les gars ne le crient pas, mais moi, je suis sûr que c'est important. Déménager, c'est stressant. Imagine déménager 2 fois. Là. Ben oui, puis ça reste des humains qui, pour la plupart, ont des familles, ont des enfants qui vont à l'école, etc. Donc, c'est sûr que ça a un rôle à jouer. Puis dans le cas de Bobichette, je suis sûr et certain qu'il a apprécié son séjour à Toronto puis qu'il n'y a rien à redire de cette ville-là, de cette organisation-là, de son passage au Canada. Mais si tu es capable de te rapprocher de ta famille au moment où tu deviens joueur autonome, tu as travaillé toute ta carrière pour en arriver là, c'est toi qui as le choix des cadeaux, ça se peut que tu privilégies quelque chose qui est plus facile pour ta situation familiale ou ta situation personnelle. C'est juste naturel d'agir de la sorte. Puis, il y a des exceptions aussi, mais tu remarqueras que souvent, quand il y a un joueur qui signe à plus long terme au Canada, à Toronto, c'est pas nécessairement un Américain. Ça peut être un joueur canadien, tu sais, mettons comme Russell Martin l'a été, mais ça se peut que ce soit un Dominicain ou que ce soit un Japonais ou que ce soit un Cubain parce que les Américains ont 29 chances sur 30. Là. C'est 96,6% de jouer dans leur pays. Ça se peut qu'ils choisissent cette option-là aussi pour retourner. Puis, je me demande jusqu'à quel point, ça fait longtemps, là, mais est-ce qu'ils se souviennent de la pandémie? Tu sais, en 2020, quand ils ont été pognés à jouer dans un petit stade de camp d'entraînement, puis en 2021, ils ont commencé à donner d'une, puis là, quand il faisait trop chaud, ils sont montés à Buffalo, puis ils sont allés à Toronto, puis ils jouaient devant 5000 personnes. Puis... Ça se peut qu'ils s'en souviennent aussi. Oh oui, c'est sûr que pour un Américain, c'est plus facile de jouer dans son pays natal pour plusieurs raisons. Ouais. C'est ce qui fait que les Jays, ils en ont peut-être un petit peu moins dans leur alignement. Puis surtout, tu as de la difficulté à attirer un Américain de premier plan. Tu vas peut-être en avoir quelques-uns. Ce ne seront pas nécessairement des joueurs de premier plan. Puis c'est tout à fait normal. C'est une situation avec laquelle les Jays doivent négocier. Ils le savent très bien. Puis ils réussissent à aller chercher d'autres joueurs importants de d'autres façons, ce qui les a amenés en Série mondiale cette année. On parle de Bobichette. Il y a Matt qui nous dit ici connexion avec Alex Antopoulos à Atlanta. Si je ne me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, Sébastien, mais ce n'est pas Alex Antopoulos qui a repêché Bobichette parce que Bobichette a été repêché en 2016 et Alex Antopoulos est parti après la saison 2015. En fait, si je ne me trompe pas, je pense que le seul joueur de toute l'organisation des Blue Jays qui reste du règne d'Antopoulos, ben, c'est le joueur d'un demi-milliard de dollars, c'est Vladimir Guerrero Jr., et pas le moindre. Mais je pense que Bobichette a été repêché par la direction actuelle. Oui, c'est ça. Oui, c'est une connexion par la force des choses parce qu'Antopoulos était avec les Jays tout juste avant, mais ce n'est pas un joueur que lui a repêché à ce moment-là. Non. Mais ça n'empêche pas que c'est un fit parfait quand même pour les Braves et Antopoulos d'aller chercher un joueur comme Bobichette. Exactement. Samuel nous demande ici, le coureur fantôme en série mondiale, vous en pensez quoi? Non. Jamais dans 100 ans. C'est comme la fusillade au hockey pour moi. Là. C'est correct pour la. En fait, c'est parfait en saison régulière parce que tu ne veux pas des matchs interminables. C'est parfait. En série mondiale. Imagines-tu, là, ça se finit match numéro 7 le samedi, là, puis ça se finit avec un coureur qui est en position de marquer, qui ne l'a pas mérité. Parce c'est dur de se rendre c'est dur de se rendre au premier, c'est dur de se rendre au deuxième. Et là, tu commences joueur en position de marquer, pas de retrait. En série mondiale, pour moi, c'est un non. Ah non, puis en série mondiale, en séries éliminatoires aussi. On est rendu à un niveau. De toute façon, ça n'arrive pas souvent qu'on a des matchs d'anthologie comme on a vu cette semaine. Donc, ça reste on va s'en souvenir de ce match-là comme on se souvient du dernier match de 18 manches. C'est des moments historiques. Ça fait partie des séries éliminatoires. Puis oui, c'est difficile de se rendre sur les sentiers. Puis ça met une pression indue sur les lanceurs qui arrivent avec un coureur qui n'est même pas mérité. Puis si le point rentre, ce n'est pas un point mérité, mais il faut quand même que tu négocies avec ce coureur-là en début de manche. Ce n'est pas comme si c'est ton prédécesseur qui a mis les coureurs sur les sentiers, c'est une chose. Là, il est là en début de manche alors qu'il ne s'est rien passé. Donc, ça joue avec l'intégrité du sport. On doit continuer d'agir comme on le fait. En saison régulière, il n'y a pas de problème, mais dans les séries éliminatoires, c'est une autre chose. Sujet aussi duquel je voulais te parler.
Albert Pujols, on a vu qu'il n'a pas eu la job avec les Angels parce que c'est des épais. Je pense que c'est la bonne raison. Là. Tu donnes un contrat d'1 an à ton gérant, félicitations. Tu as obtenu un gérant par intérim. Tu attends juste de le tasser pour aucune raison. Il a été lié aux Orioles, ça n'a pas fonctionné non plus. Et là, il est lié aux Padres. C'est un finaliste là-bas présentement de San Diego. Les Padres, c'est quand même tout un défi là, parce que c'est un club qui va vouloir aspirer à la Série mondiale. C'est un club qui a des vedettes avec des bons égaux là-bas. Et sa deuxième rencontre avec la direction, une rencontre de 9h30. Tu ne passes pas un gars en entrevue pendant une journée au complet. Puis ça l'a empêché d'être à MLB Network. Là, je veux dire, il a pris off de sa journée de job là, pour être à. Tu ne l'interviews pas aussi longtemps si tu ne songes pas sérieusement à l'embaucher comme gérant. Premièrement, j'espère qu'ils ont mangé durant ces 9h30-là. Puis ouais, j'espère qu'il a pu texter sa blonde pour lui dire comme hey, pour vrai, ça se peut que je sois en retard. Oui, c'est ça. Puis elle ne le croyait pas parce que tu ne fais pas des entrevues de 10 heures dans la vie. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Puis deuxièmement, j'espère que finalement, ça va être lui le choix final. Comme tu viens de le dire. Là, oui, tu as enclenché le processus, tu es allé jusqu'au bout du processus, mais là, il faut que ça soit l'homme de la situation au final. En fait, moi, je pense que je sais pourquoi ça a duré 9h30. Tu vas voir, c'est vraiment intelligent comme réponse. C'est que ils ont dit, tu n'as pas le droit d'aller sur Google, puis nomme-moi genre les 500 lanceurs contre qui tu as frappé un circuit en carrière. Puis ils les ont tous nommés, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, oui, toutes. Il y a 703 circuits. Je pense que j'avais vu, c'est contre 455 lanceurs ou quelque chose comme ça. Fait que moi, je pense que c'est ça. Ils ont dit, nomme-les toutes. Puis là, il y en a comme 3-4 qui avaient oublié, puis ils étaient comme, hey, c'est qui le gars qui lançait à Kansas City en 2007? Là, c'est ça, il avait fini, comme après 5 heures, il avait fini, mais il en restait 3-4, comme tu dis. Mais là, ça a pris les 4 autres heures pour les 5 autres heures. Ouais. C'est ça. Moi, c'est ma théorie. Là. Mais écoute, c'est peut-être pas la bonne. Je ne sais pas comment ça fonctionne des autres. Ou sont allés aux danseuses. C'est un ou l'autre. Le buffet en plus, là, c'est comme un. C'est gagnant dans le fin fond. Là. Ben oui, c'est ça. D'ailleurs, je les ai vus chez Paris, là, c'était magnifique. C'est là que ça s'est passé. Oui, évidemment. Oui, okay. Ils sont allés voir qui a tué les expos, puis après ça, ils sont allés aux danseuses. Okay. C'est ce qui s'est passé. Matt nous demande ici, avec les succès des Jays, est-ce que le Canada peut développer des joueurs d'impact comme Guerrero Junior cette année? Si oui, est-ce que ces joueurs peuvent favoriser le Canada et signer avec les Jays à long terme? La question est intéressante. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que c'est tentant d'aller jouer pour une équipe gagnante. Mm-hmm. C'est entièrement vrai. Puis oui, le fait de gagner, d'avoir une équipe canadienne qui se rend loin, qui va peut-être gagner, ça soulève les passions, ça fait que les jeunes veulent jouer au baseball. On le vu avec les Raptors au basket. Ça a fait que les jeunes voulaient jouer au basket. Ça n'a pas nécessairement fait qu'il y a des joueurs canadiens qui se sont rendus parce que probablement que ce serait rendu quand même. Mais ça crée cette effervescence-là qui fait grandir le sport. C'est exactement la même chose avec le baseball. Puis par défaut, ça va faire qu'il y a des joueurs canadiens qui vont se rendre jusqu'au majeur parce que s'il y en a plus, tu as plus de chances que ces joueurs-là se rendent jusqu'au bout. Si un joueur canadien se rend là, puis qu'il y a le choix entre les Jays, qui sont une équipe canadienne, une équipe gagnante, bien peut-être que le choix va être plus facile à ce moment-là. Je pense que aussi, au printemps, on va avoir la Classique mondiale 2026. Mm-hmm. Ça aussi, ça peut aider à créer une espèce d'engouement. Là. Le Canada n'avait pas mal fait, évidemment, c'était pas rendu très loin dans le tournoi, mais avait mieux fait qu'on pensait. Tu vois Freddie Freeman qui porte les couleurs du Canada, des trucs de même. Ça aussi, c'est des éléments là, qui peuvent jouer en faveur du baseball au Canada. Sébastien, c'est dernier petit sujet pour toi. Les joueurs ont voté pour leur Outstanding Player, donc leur équivalent du MVP. Cal Riley du côté de l'américaine et Kyle Schwarber du côté de la nationale. Tu sais, le voteuse fatigue, là, d'être tanné toujours voter pour le même gars. Est-ce que tu penses que c'est ça? Parce que moi, Cal Riley, je peux le comprendre. Là, je veux dire, je suis le premier à dire que je voterais pour Cal Riley, même si je pense que Judge le mérite aussi. Là, mais Kyle Schwarber, il est bien bon, il est bien sympathique, il est puissant, mais il ne peut pas battre Ohtani à ça. Non, il ne peut pas être proche de battre Ohtani. Non. Je comprends le débat entre Riley et Judge. Ça, c'est tout à fait légitime. Il n'y a aucun débat entre Ohtani et Kyle Schwarber. Donc, oui, il faut parler du voters fatigue parce qu'il faut que ça soit ça. Il n'y a pas d'autre raison. Logiquement,
il n'y a rien qui peut te pousser à voter pour Kyle Schwarber au lieu de Shohei Ohtani. Non, je suis assez d'accord. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi encore une fois cette semaine. Merci aux auditeurs, surtout, qui nous ont encore une fois posé beaucoup de questions. C'est un bon moment là, pour le baseball au Canada, évidemment, avec la Série mondiale qui implique les Blue Jays de Toronto. Donc, merci d'avoir été à l'écoute en live sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Et merci à tous ceux qui iront, Sébastien, aussi nous écouter dans un format podcast plus traditionnel. Sur toutes les bonnes plateformes, sur notre site web Passion MLB, accompagné de nos nombreux textes sur les séries éliminatoires, la série mondiale. Il reste 2 matchs maximum, peut-être 1. Oui. Donc, on va continuer à sortir toute l'information sur ces 2 prochaines rencontres-là. Après ça, on parlera de la saison morte, mais là, on se concentre sur les derniers matchs de la série mondiale. Donc, continuez à nous suivre. Ça a été vraiment le fun ce soir. On a été bombardés de questions, de commentaires. Donc, on sent cette effervescence-là du baseball. Oui, au Canada, mais un peu partout. C'est le plus grand moment pour le baseball en ce moment. On voit les codes d'écoute. C'est extraordinaire. Surtout au Canada, parce qu'aux États-Unis, ça se maintient par rapport aux autres années, mais au Canada, au Japon, c'est incroyable les codes d'écoute. C'est le meilleur baseball de l'année. Donc, continuez à nous suivre. On est là pour sortir toute cette information. Une série mondiale qui est déjà, en fait, mémorable, justement, en termes de code d'écoute de ce qui s'est passé. C'est une série mondiale de laquelle on se souviendra, là, surtout principalement là, au Québec, évidemment, là, en raison de la présence des Blue Jays. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là encore une fois cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine. On débriefera la victoire des Blue Jays ou des Dodgers, selon ce qui se passera dans les prochains jours. Donc, d'ici là, on vous souhaite une excellente fin de saison et à la semaine prochaine.